Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Quelles conséquences aurait selon vous la victoire de l'extrême droite le 9 juin ? C'est l'enlisement définitif de l'Union européenne. Eh bien, je choisis le Rassemblement national sur la liste de Jordan Bardella. C'est difficile pour la gauche. Nous nous tournons vers des partis qui se désintéressent complètement de l'Europe. Pendant plusieurs années, j'ai été au cœur des institutions de l'Union européenne et j'ai pu mesurer l'urgence qu'il y a à agir contre l'immigration illégale. Les élections européennes, c'est une élection proportionnelle à un tour. Chaque voix compte. Le Parlement pourrait éventuellement aller un peu plus à droite que jamais dans son histoire en juin prochain, selon une projection. Les partis nationalistes pourraient même arriver en tête, ce qu'ils disent en tout cas dans 9 pays. Selon ce groupe de réflexion, le centre perdrait la majorité au profit de la droite conservatrice. Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette montée des droites s'explique en particulier sur les problèmes de la crise migratoire ? Est-ce qu'il y a un retour de la nation dans les opinions publiques contre l'Europe fédérale ? Est-ce que vous comprenez ce basculement à droite des différents pays européens? Et à cette question européenne, va-t-on vers un grand basculement à droite? Vous dites oui à 91%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Yves Camus est avec nous, politologue, spécialiste de l'extrême droite, coordinateur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, et vous avez aussi contribué à l'histoire de l'antisémitisme en France, paru en janvier chez Robert Laffont. Merci d'être avec nous. Merci à vous. D'abord, avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, sur cette prédiction du retour, enfin en tout cas de l'arrivée de la droite. Je n'ai pas pu demeurer sourd à ce qui s'est dit un petit peu avant antenne. mais peu importe, faisons, et d'ailleurs pourquoi pas, comme si l'interrogation était pertinente, et comme si en réalité on allait avoir un retour peut-être dans l'instance européenne des droites nationalistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir pourquoi le rêve européen, dans son originalité et dans son principe, paraît complètement battu en brèche. Est-ce que c'est parce qu'il était lui-même trop utopique et trop naïf, et que ce rêve de concorde européenne n'était pas opératoire, ou est-ce que c'est le monde lui-même qui devient tellement dur avec l'immigration, les problèmes des pays, les problèmes économiques, les problèmes régaliens, qui font que tout à coup l'Europe évidemment ne représente plus un bouclier, une protection, mais qu'on revient très naturellement à la politique des nations et des États. Je serais curieux tout à l'heure d'entendre notre intervenant là-dessus. Françoise de Gaulle. Moi, je fais pas du tout la même analyse, parce que cette étude, que je trouve totalement grotesque, en fait, non pas parce qu'elle me convient pas, bien sûr qu'en tant que femme de gauche, et de gauche bien rouge, je n'aime pas cette étude, mais c'est surtout que ça correspond pas à la réalité. Je veux bien le discours, nous revenons vers l'Europe des nations, du repli sur soi. Le rêve européen, il est absolument pas mort. Quand vous regardez les forces aujourd'hui au Parlement européen et les forces qui sont créditées sur l'ensemble des 27 pays, il ne faut pas imaginer qu'une hirondelle fait le printemps, pas plus que la Hongrie ne fait l'Europe. Il y a la puissance, comment dirais-je, de la social-démocratie écologique et du centre qui est là et qui est bien là. Et bien au contraire, je dirais même que la bascule peut se faire. C'est une vraie confrontation qui existe, et que cette bascule-là, entre le centre et la gauche social-démocrate, elle est tout à fait faisable le 9 juin. Il ne faut pas imaginer que la situation française et la percée de Jordan Bardella égale l'Europe. Dernier point, la gauche aussi regagne. Je dirais juste par exemple que la grande région Sardaigne, deuxième plus grande île de la Méditerranée, est repassée à gauche contre toute attente en Italie le week-end dernier. Allez, rapidement pour donner la parole à Jean-Yves Camus. Non, mais je veux laisser Jean-Yves Camus s'exprimer, c'est lui le spécialiste. Simplement, les périodes de crise comme celle que nous vivons forcément engendrent des replis identitaires et nationalistes. Qu'il y ait une poussée, on le voit en France, en tout cas, c'est de façon très claire, de ces idées et des formations qui les représentent, ça me paraît une évidence. Mais comme l'a dit Françoise, on voit aussi que si on regarde à l'échelle de toute l'Europe, on voit que le groupe conservateur de centre droit, le PPE, et les groupes le groupe social-démocrate se maintiennent. Il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne se maintiendront pas, parce qu'il y a aussi un équilibre dans les différentes forces politiques des pays qui sont concernés. Il y a un modèle de société, et c'est pas celui de la droite nationaliste. Allez. Jean-Yves Camus, on dit que la France est plus à droite que jamais. Certains observateurs le disent. Est-ce le cas aussi pour l'Europe ?
à 3 mois, un tout petit peu plus de 3 mois des élections? Non, ce n'est pas uniformément le cas. Et on ne peut pas effectivement inférer des sondages qui mettent actuellement la liste du Rassemblement national à 30%. Quoi que ce soit pour définir la majorité du futur Parlement européen qui effectivement se joue à une vingtaine, une trentaine de sièges près. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir quel sera le rapport de force entre la principale composante de la droite actuellement au Parlement, qui est donc le groupe PPE, et puis, j'allais dire Sigma, hein, la somme de Identité et Démocratie, le groupe du Rassemblement national, et les conservateurs et réformistes européens qui eux-mêmes d'ailleurs sont très hétérogènes. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant à voir. Maintenant, pour ma part, je constate qu'on mélange un petit peu tout. Première chose, est-ce qu'on parle de l'extrême droite, comme je l'ai entendu tout à l'heure? Est-ce qu'on parle de la droite ou des droites? Est-ce qu'on parle des replis nationalistes et identitaires ou de la nation? Moi, je ne fais pas partie des gens qui considèrent que la nation est nécessairement synonyme de repli, ni de droite, ni évidemment de droite extrême. La nation, si c'est une nation civique, et non pas une nation fondée sur l'ethnicité, alors c'est une construction tout à fait intéressante. Philippe Bilger, dans le micro. Je sais que vous avez discuté dans beaucoup de vos interviews, dans vos articles, la légitimité la définition de l'extrême droite. Extrême droite, vous avez, je crois avoir lu une fois que vous n'étiez pas favorable à cette définition. Ça dépend pour qui. Oui, ça dépend pour qui. Ça n'est pas moi qui ne suis pas d'accord. C'est l'ensemble des politistes qui a des débats, je ne veux pas dire furieux, mais animés, depuis quand même quelques décennies, sur un sujet qui est celui qui a entraîné le plus grand nombre de publications scientifiques, livres et articles confondus, depuis à peu près 30 ans. On n'est pas d'accord entre nous. On n'est pas d'accord entre nous aussi parce qu'il y a des contextes géographiques où le terme revêt des significations différentes. C'est pas la même chose d'être d'extrême droite en Amérique latine et d'être d'extrême droite en Scandinavie. Oui. Voilà. Est-ce qu'en France, on a une extrême droite? Vous êtes le plus grand spécialiste en France, je suis d'accord avec Cécile. Est-ce que le Rassemblement national aujourd'hui pour vous est d'extrême droite? Est-ce que Éric Zemmour est d'extrême droite? Est-ce que vous faites une nuance? Je préfère pour ma part utiliser le terme de droite radicale, avec toutes les ambiguïtés que lui aussi possède. Vous parlez d'Éric Zemmour là? Je parle y compris de Marine Le Pen. Je vous ai dit de lui, c'est pour ça. Je pense, alors pour mettre les choses au clair, je pense que le programme d'Éric Zemmour est aujourd'hui plus à droite que celui de Marine Le Pen. Il est sur un certain nombre de questions plus tranché et tranchant. C'est-à-dire, par exemple, sur la question de savoir s'il est possible d'être français et musulman, Marine Le Pen répond oui, Éric Zemmour répond l'islam et la République, non, c'est pas possible. Ça, c'est tout de même un positionnement dont il faut. Donc pour vous, il n'y a plus d'extrême droite en France? Non, mais il y a évidemment une extrême droite. Il y a des bruits d'une liste qui, en France, regrouperait les différentes composantes de l'ultra-droite, dont ça a une chance sur 100 de se faire, et si ça se fait, ça recueillera 0,1% des voix. S'il s'agit de parler, par exemple, des Allemands de Die Heimat, qui sont une toute petite formation qui a succédé au NPD, ces gens vont présenter une liste aux européennes. Est-ce que l'AfD est d'extrême droite, alors? Alors l'AfD est un parti très intéressant parce que c'est un parti composite. C'est l'un des rares partis qui continue à tolérer en son sein l'existence de tendances, factions. Oui, on peut l'appeler comme on veut, un petit peu comme le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen, au sein duquel on pouvait assez facilement, par l'examen de la littérature produite par telle ou telle fédération, dire bon, ces gens-là sont plutôt catho-tradis, ces gens-là sont plutôt nationalistes révolutionnaires, ces gens-là ont quand même un discours néo-fasciste qui transparaît. On pouvait encore le dire dans un certain nombre de cas. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen, c'est-à-dire quand même depuis aujourd'hui 2011, ça commence à faire un bail, le discours est beaucoup plus normé. Il y a une grande difficulté pour les politistes à savoir dans quelle mesure le discours du sommet recouvre le discours de la base, parce que les sites internet des différentes fédérations sont normés par le national, parce que les publications papier ont pratiquement disparu. Alors, on a de temps en temps, c'est le cas par exemple sur les prix planchers, des positions qui évoluent, voire des positions contradictoires.
mais ça devient de plus en plus difficile de catégoriser le parti, ça c'est un gros problème méthodologique, sur la base de ce qu'il produit. Donc, ce qui veut dire, pardon, je rebondis sur ce que vous dites, quand certains opposants du Rassemblement National disent exprès Front National, c'est une faute. Oui, moi je veux bien, on peut continuer à appeler Fratelli d'Italia Mouvement Social Italien et appeler l'AfD Parti National Socialiste, mais à un moment donné, quand on a des recettes qui ne marchent pas pendant 30 ans, il faut peut-être songer à les adapter, parce que sinon c'est la catastrophe qui vous guette. Jean Garrigue. Sur le plan... non, mais évidemment, je souscris à ce que dit Jean-Yves Camus pour essayer de retranscrire ce qu'est la complexité de cette nébuleuse de ce qu'on appelle l'extrême droite. On peut la considérer comme extrême droite d'une manière géographique. Sur la géographie politique, on peut considérer qu'à l'extrême, il y a une extrême... Bon, c'est pas le plus intéressant. Effectivement, le terme de droite radicale me semble beaucoup plus opératoire. Est-ce que vous me rajoutez identitaire? Non, parce qu'elles sont pas toutes forcément, elles n'insistent pas toutes forcément sur la question de l'identité. Zemmour, c'est la droite radicale identitaire. Alors, oui, mais avec quand même quelques difficultés, si vous voulez. Moi, je voudrais savoir quelle est la place qu'Éric Zemmour, qui ne cache pas sa judéité, c'est ce que j'aborde dans le livre que nous avons publié il y a quelques temps. Je voudrais savoir à quelle sauce il serait mangé par un certain nombre de ses propres partisans, qui considèrent effectivement que, bon, le judaïsme c'est bien, mais c'est quand même encore mieux quand ça tend vers la conversion, et que c'est bien à condition que ça ne s'exprime absolument pas ailleurs que dans la salle à manger. On les appelle encore les Israélites, d'ailleurs. Oui, mais vous croyez à Marine Le Pen au premier tour, mais au deuxième tour, est-ce que vous y croyez aujourd'hui ? En 2027 Il y a une quasi-certitude, c'est que ce cas de figure de Marine Le Pen remportant la présidentielle, que nous considérions comme quasiment impossible, et en 2017 et encore en 2022, est aujourd'hui du domaine du possible. Ça va se jouer on est actuellement dans la marge d'erreur des sondages, 50% pour Gabriel Attal, 50% pour Marine Le Pen, disait un récent sondage, on est dans la marge d'erreur. Maintenant, c'est vrai qu'on assiste actuellement, notamment de la part du gouvernement, à une tentative de réinstaller une sorte de front du refus, non plus de front républicain, face à Marine Le Pen et au Rassemblement National, de manière à ce que, en 2027, sans doute, elle fasse un score plus important qu'en 2022, mais qui ne lui permette pas de réussir à gagner. Encore une fois, le vrai plafond de verre, c'est 50% des voix plus une. C'est ce que dit quelle serait, sur le plan européen, la différence la plus sensible entre la droite conservatrice et la droite radicale? Quelles sont leurs différences fondamentales? Ça dépend des pays, et il y a un gros problème au sein de la droite conservatrice, c'est qu'on savait à peu près quelle était son identité. Elle était majoritairement chrétienne-démocrate. Et c'était vrai pour la CDU, c'était vrai quand elle existait pour la démocratie chrétienne. En Italie. C'était vrai pour un certain nombre de partis en Belgique, à la fois francophones et néerlandophones. J'ai l'impression, pour ma part, que ces racines dans le christianisme social sont en train de s'estomper. Elles sont en train de s'estomper à la fois sur le plan économique, parce que, rappelons-le, la doctrine sociale de l'Église n'est pas libérale, et qu'elles sont en train de s'estomper parce que la majorité de la population des pays européens est aujourd'hui très éloignée de la pratique religieuse. On est dans l'ère de la post-religion, et que ça ne... C'est moi l'expression, ça n'imprime plus chez les électeurs. C'est d'ailleurs toute la différence, par exemple, entre le MoDem de François Bayrou, qui a conservé cette tradition démocrate chrétienne, et pour cause, et la droite... je dirais républicaine d'aujourd'hui, les républicains, dont on voit bien de quelle manière ils sont en train de franchir un certain nombre d'étapes qui les conduisent vers des positions de radicalité qui les rapprochent d'une droite nationale et identitaire. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans l'attitude de ces républicains dont vous parlez, qui tentent à se rapprocher, peut-être pour des raisons tactiques, du Rassemblement National, c'est qu'ils n'ont pas compris les leçons de leur propre histoire. C'est-à-dire que depuis maintenant 30 et quelques années, on a un certain nombre de responsables qui disent, Charles Pasqua lui-même à l'époque avait eu cette faiblesse de dire, nous avons des valeurs communes avec le Rassemblement National. Je me souviens de l'avoir rencontré peu après, lui avoir dit, mais attendez, il y a quand même quelque chose qui dément totalement vos propos. Ce sont vos scores.
dans votre fief électoral. C'est-à-dire que plus vous utilisez ce langage, plus il monte. Plus il monte et plus vous baissez. Pourquoi ? Parce que l'original finalement, vaut mieux que la copie. non seulement cela, mais parce que vous ne pouvez pas, si vous restez dans le cercle ou dans l'espace politique de la droite, on va dire, conservatrice et libérale, délivrer, comme on dit en anglais, autant que les promesses du Rassemblement national. C'est ce que Marine Le Pen répète à tous ses interlocuteurs nostalgiques de Nicolas Sarkozy. Il leur dit, mais écoutez, on nous avait promis le Karcher, on l'a pas vraiment eu, et on nous avait promis une immigration drastiquement à la baisse, et en fait il est rentré, je reprends les termes de Marine Le Pen, davantage de gens sous Nicolas Sarkozy que lorsque Lionel Jospin était Premier ministre, ce qui est d'ailleurs factuellement exact. Donc, à cette sorte de course-poursuite, la droite, en l'occurrence LR, ne sera, à mon sens, jamais gagnante. Françoise Degois. Je rejoins tout ce que vous dites, à la différence près, c'est qu'on peut quand même aussi classer le Rassemblement national et l'extrême droite sur l'idée même de la préférence nationale. Et moi, je pense que quels que soient les agimes neufs de Marine Le Pen, et quel que soit, c'est d'ailleurs toujours mon argument pour dire oui, pour moi, c'est l'extrême droite. Voilà, l'idée même de préférence nationale. Et d'ailleurs, c'est un discours que vous retrouvez. Marine Le Pen a aussi une préférence nationale européenne. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre quand même que par rapport à l'Europe, quand Marine Le Pen dit le droit national doit être au-dessus du droit européen, évidemment que nous sommes là dans une ligne droite très dure. Mais ça n'est pas tout à fait ma question. Ma question, c'est, peut-être que je suis une terrible utopiste, mon sentiment à moi, c'est que le rêve européen n'est absolument pas mort. Il y a le focus qui nous fait croire qu'il est mort, mais je crois que quand même, la majorité des Européens pulsent encore avec ce rêve. Ou pas. Jean-Yves Camus. Et quand on voit le Brexit, manifestement, chez certains Européens, le rêve, il était mort. Ben non, tout le monde regrette maintenant, c'est pas vrai. C'est pas le Brexit, c'est que si vous interrogez des Français et que vous leur demandez quelle est votre identité, ils vous répondront d'abord, et ça me semble assez légitime, je suis français. Et ils vous diront ensuite, je suis européen. Parce que la grande faiblesse de cette identité européenne, c'est qu'elle s'est focalisée sur l'instauration d'un marché de libre circulation des hommes et des marchandises, dont certains veulent qu'il s'étende, je ne dirais pas à l'infini, mais enfin au-delà des frontières naturelles et historiques de l'Europe. Et le contenu civilisationnel du projet européen, c'est petit à petit dilué, si tant est qu'il était prédominant aux origines même du rêve de Jean Monnet et de Robert Schuman. Est-ce que la préférence nationale est un gros mot ? Absolument. Je ne sais pas si c'est un gros mot, je sais que c'est un problème constitutionnel, en tout cas, ce qui est tout de même déjà quelque chose. C'est légère dans le micro. Parce que dans le micro. Je reprends la question parce que j'ai souvent eu des débats avec Françoise là-dessus. La préférence nationale, c'est un concept politique, ça n'est pas une indignité morale. Ça n'est pas constitutionnel, c'est juste pas constitutionnel. Quand on lit, non, ça n'est pas une indignité morale, mais quand on lit les 22 mesures pour 2022 qui servaient de programme présidentiel à Marine Le Pen, on voit tout de suite jusqu'où elle s'étend. Si elle ne s'étendait qu'à l'accès aux fonctions régaliennes, qu'un magistrat français soit de nationalité française, ça me paraît tout à fait logique. Mais cette notion de préférence nationale s'étend à l'accès au logement, en tout cas au logement subventionné, au logement aidé, et à l'accès à l'emploi. Or, moi, je suis plutôt partisan du fait que lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi, on sélectionne celui qui est le plus apte. Merci beaucoup, Jean-Yves Camus, c'était passionnant. Il est toujours lumineux, Camus, c'est toujours le bonheur. Merci. Merci politologue, spécialiste de l'extrême droite et co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, et aussi cette contribution à l'histoire de l'antisémitisme en France, parue en janvier chez Robert Laffont. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On se retrouve demain au Salon de l'Agriculture. Françoise, on se retrouve jeudi au Salon de l'Agriculture, et Jean Garrigue, vous revenez quand vous voulez. On a été. Pendant qu'on fait les andouilles au cul des vaches, lui, c'est un téléservice. service. Lui, il revient quand il veut, alors. Oui, absolument. Dans un instant. Au livre sur l'antisémitisme.